Bonsoir. Peut-être encore une question pour vous. Vous avez parlé de la matière noire, des interactions de la matière noire gravitationnelle notamment, qu'on retrouve bien à grande échelle. Ma question concerne plutôt la physique des particules. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ces interactions gravitationnelles donnent des anomalies, vous donnent des idées sur de ce qui pourrait se passer au niveau de la physique des particules, quoi. Alors, disons, la physique des particules essaye de trouver des candidats à la matière noire qui vont subir l'interaction gravitationnelle. Maintenant, bon, donc la gravitation intervient aussi. On aimerait avoir une théorie du Graal, en fait, au fond. Essayons d'expliquer toutes les interactions. On sait qu'il y a 4 types d'interactions, qui sont les interactions électromagnétiques, qui sont responsables de la lumière, les interactions faibles qui sont responsables de la transmutation entre neutrons et protons, les interactions fortes qui lient en fait les quarks, qui sont les constituants des protons et les protons et neutrons entre eux au sein des noyaux, et l'interaction gravitationnelle. Donc il y a eu des idées, en particulier au début des années 2000, où on a imaginé en fait qu'il puisse y avoir des dimensions supplémentaires. C'était pour essayer de réconcilier, en fait, en quelque sorte, le fait qu'en physique des particules, la gravitation est associée à une énergie qui est très très élevée et une masse qui est très très élevée, qui est énorme, en fait. C'est quelque chose qui est de 1 milliard de fois plus forte que la masse d'un proton, voilà, typiquement, même 10 milliards de fois plus forte que la masse d'un proton, alors que l'échelle à laquelle, en fait, les interactions faibles et électromagnétiques semblent, en fait, s'unifier, s'opère à une énergie de l'ordre d'une centaine de fois la masse du proton. Donc oui, il y a eu un certain nombre d'idées pour essayer d'abaisser cette espèce de masse en imaginant toujours la même chose. Et là, oui, il y a l'imagination qui était fondée sur des travaux antérieurs, mais qu'on reprend et qu'on va essayer de fortifier, qu'on va essayer d'améliorer. Il y a eu les travaux de Kaluza et de Klein dans les années 20 ou 30, je ne sais plus très bien, et qui ont 1920-1930, qui ont été en fait réutilisés ensuite pour essayer d'expliquer l'effet que pourrait avoir une 4e dimension spatiale se recourbant sur elle-même. Donc c'est en ce sens-là que ça va vraiment intervenir. Cela dit, on ne sait pas à l'heure actuelle, on n'a pas de théorie quantique de la gravité. Et il y a des recherches, soit en direction de la théorie des cordes à laquelle je sais pas grand-chose, enfin, dont je ne sais pas grand-chose, soit en direction des théories de Carlo Rovelli, où on va imaginer que l'espace est discrétisé en points comme ça, et l'espace est une espèce de réseau. Mais ça, je pense que ce sera l'objet vraiment de la 3e. Probablement aussi de la 3e table ronde, oui. J'évite les embûches. Bonsoir. J'ai une question pour vous, Monsieur Salati. J'aimerais revenir sur la constante cosmologique que Einstein a introduite il y a presque 100 ans. Vous avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de chercheurs qui recherchaient l'énergie noire, qui n'étaient pas, qui ne s'intéressaient pas trop à l'énergie noire. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des chercheurs qui se sont dit que la constante cosmologique que Einstein a introduite pour que l'univers se fige, que l'univers soit l'univers soit stable, est-ce qu'il ne faudrait pas chercher dans la constante cosmologique une solution pour l'énergie noire ou la matière noire? Alors, disons qu'il y a beaucoup de gens, enfin, excusez-moi, je me suis certainement mal exprimé, il y a beaucoup de gens qui recherchent en fait la nature de l'énergie noire, mais ils n'y arrivent pas pour l'instant, voilà. Donc c'est un domaine de recherche très actif. Et donc il y a 2 possibilités. Alors, la constante cosmologique n'explique pas la matière noire, donc ça c'est clair, mais la constante cosmologique, introduire une constante cosmologique pourrait expliquer très bien effectivement les observations de réaccélération de l'expansion. Mais voilà, donc c'est pas très satisfaisant pour l'esprit, encore une fois. Il est plus agréable d'imaginer en fait quelque chose d'un peu plus compliqué et de dynamique. Voilà, et donc ça rejoint en fait les discussions qu'on avait. Une constante cosmologique, c'est juste un chiffre et puis on s'arrête là. Puis après on va
Moi, j'évite la Savoie, donc je vais faire du ski. Mais non. Enfin, je crois que mes collègues et moi-même, on est quand même intéressés et titillés par l'idée que quand même, il y a peut-être autre chose que cette constante cosmologique, un fluide encore à étudier. Et voilà. Donc, pour répondre vraiment en 2 mots à votre question, la constante cosmologique peut très bien expliquer les observations de réaccélération. Ça, c'est vrai, tout à fait. Mais voilà, bon, il est intéressant de creuser plus loin et de voir si ça ne pourrait pas être également, sans doute, un fluide d'énergie noire et de fluide de quintessence. Et sur cette question, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand vous posez la question à certains astrophysiciens sur la nature de l'énergie noire, certains vous répondent c'est pas un problème, ça c'est la constante cosmologique, il n'y a aucun souci, et d'autres physiciens vous répondront le problème de l'énergie noire est le problème fondamental, central de la physique aujourd'hui. Il est impensable de faire de la physique sans s'interroger sur la nature de l'énergie noire. C'est pour vous dire à quel point finalement on est dans le flou, puisque sur la même question, certains pensent que c'est une question qui est réglée, et d'autres, qui sont quand même plus nombreux, pensent que c'est le problème central de la physique aujourd'hui. Bonsoir. Je ne parle pas vraiment le français, mais je voudrais retourner un peu à ce que David Foss a dit sur les cadres scientifiques, parce que je pense que la cosmogonie, la cosmologie, la connaissance chamanique et spirituelle, elle nous dit des énergies que la science nie complètement. La science laisse d'erreur pour une raison historique, je ne sais pas pourquoi. Et ça, je me demande, je voudrais demander, il y a beaucoup d'évidence d'une énergie que les hommes connaissent d'une forme ou d'une autre, mais que la science nie et laisse complètement d'erreur. Et une autre question, c'est quand la science avance plus en plus, et peut-être elle va conquérir la onde gravitationnelle, qui aura les droits à cette connaissance? Si la communauté scientifique est devant cette question de la éthique, que quand on aura une connaissance très importante comme un breakthrough, qui aura les droits à cette connaissance? Alors c'est une question pour Guillaume Duprat, pas pour David Fossé, j'en suis d'ailleurs ravi. Vous allez répondre à cette question, Guillaume. La première question, ouais. Oui, non, effectivement, moi, le cœur des cosmologies traditionnelles, contemporaines, là, celles qui proviennent des traditions autochtones, il est souvent question d'un cadre de pensée très spécifique, qui est très différent du cadre de pensée monothéiste, par exemple. C'est le cadre de pensée animiste. C'est dans ce cadre de pensée, effectivement, qu'il y a une autre manière de penser. Effectivement, c'est un domaine, moi, à titre personnel, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, mais je vois difficilement de points de convergence, en tout cas, ou de points de contact entre les sciences, la cosmologie dite moderne et ces formes d'ontologie. Et dans ce cadre-là, justement, je pense que le terme ontologie prend vraiment tout son sens, parce que dans les cadres animistes, il est question d'énergie, mais en fait, il est question de relations avec d'autres types d'êtres. Alors, ça peut être des animaux, ça peut être des morts, ça peut être également des plantes. Donc, c'est en fait c'est une forme de décentrement. On se décentre soi-même pour rentrer en connexion avec son environnement. Mais donc, on est plus dans un cadre là qui est strictement, je pense, ontologique. Et en termes scientifiques, qu'est-ce que ça peut apporter? Là, très franchement, j'ai des difficultés à investir ce champ de pensée-là. Alors, et pour la deuxième question... La deuxième question, c'est la question finalement du partage de la connaissance. C'est-à-dire que si j'ai bien compris votre question, si un jour les scientifiques découvrent quelque chose de vraiment révolutionnaire, est-ce qu'ils ne vont pas conserver cette connaissance pour eux, pour des raisons de pouvoir, j'imagine? C'était peut-être le sens de votre question.
Moi, je peux répondre tout de suite. La réponse est non. Enfin, on partage les connaissances. On met nos articles. Si vous, tapez archive ARXIV et vous avez tous les articles en ligne, même avant d'être publiés ou acceptés par des revues. Donc, c'est le monde de la recherche. Est un monde très ouvert où on discute. Je n'appartiens pas à une société occulte où nous nous réunissons en disant oula, nous avons un secret que nous ne devons surtout pas partager. Non, je suis là justement pour vous donner un aperçu de ce qu'est le modèle du Big Bang. Voilà, mais si vous voulez que la connaissance soit très partagée, votez pour qui il faut, de manière à ce que l'université, l'éducation soient subventionnées. Voilà. Ça commence par là. Ça commence vraiment par là, en fait, je pense. C'est l'éducation, hein. C'est vraiment extrêmement important. Donc, il faut vraiment qu'on ait une éducation. Ça commence dès la maternelle, primaire, secondaire, puis après à la fac. Oui. Voilà, mais il y a rien, mais il y a pas de secret. Alors voilà, après je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais c'est vrai que à un certain moment, lors de la construction de la bombe, oui, effectivement, les scientifiques n'ont pas forcément joué un rôle. Ceux qui faisaient la physique nucléaire n'ont pas joué forcément. Enfin, on peut effectivement se poser la question de savoir comment ça s'est passé à ce moment-là, mais le monde était en guerre tout de même. Privé, vous voulez dire, c'est ça? La science est appliquée, elle est devenue propriétaire. Elle fait un brevet et elle est devenue propriétaire. Quand il y a des brevets, oui, ça c'est vrai. C'est exact. En cosmologie, on n'en a pas encore beaucoup déposé. Non, c'est vrai. Alors là, moi, je suis mal placé. Je fais de la recherche en sciences fondamentales, la recherche qu'on appelle fondamentale, ou non, en fait, il n'y a pas de brevets qui sont déposés. Ça, c'est exact, oui. Mais cela étant, oui, vous faites bien de mentionner ça, parce que pour le génome, par exemple, il y avait des sociétés qui voulaient mettre, en fait, un embargo sur le génome, ou en tout cas breveter le génome humain. Et donc, il y a une équipe, justement, de chercheurs fondamentaux, en sciences fondamentales, qui sont dépêchés de séquencer le génome humain de façon à le mettre sur Internet, de façon à ce que, non, on ne puisse pas breveter ça. Voilà, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Guillaume Duprat, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste, je suis toujours à contre-temps. Donc, moi, c'est par rapport à ce que vous disiez au début, là, sur qu'est-ce que, en fait, les cosmologies animistes peuvent nous apporter. En fait, je disais tout à l'heure, c'est pour repenser la pensée. C'est aussi pour, repenser le vivant également. Et ça, c'est une question qui peut intéresser la science, je pense. On avait une question au fond de la salle, oui. Bonsoir. Je voulais tout d'abord demander au niveau de la physique. La physique, c'est une science qui est quand même basée sur les mathématiques, et les mathématiques sur la notion de l'unité et du quantifiable. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de peut-être d'explication de tout ce que pour l'instant la physique n'a pas expliqué, ou peut-être qu'on n'a même pas remarqué et donc on ne veut pas expliquer, sans l'utilisation de la notion du 1, donc des mathématiques, donc d'une autre science, et par là, plutôt au niveau de la cosmologie ou la cosmogonie, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a eu des théories, enfin des personnes qui ont imaginé l'univers sous forme chaotique, donc sans le quantifiable, sans qu'on puisse expliquer par une unité ou par un chiffre, sans une notion de chaos par le passé? Oui, il y a l'inflation chaotique de Linde, par exemple, qui imagine que ce qu'on observe là, c'est relativement local, mais que partout ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe vraiment, parce que l'univers, en fait, on vit dans une branche de l'univers, et que il y a d'autres endroits où en fait d'autres univers se sont développés à partir de régions d'autres régions, disons, de plus denses, ou en tout cas qui ont divergé par rapport à notre évolution. Mais là, on rentre quand même dans le domaine des choses, si vous voulez, je parlerai plutôt métaphysique. La physique, c'est une science de l'observation. Donc on fait des mesures, on compare par rapport à ce qu'on est capable de prédire. Voilà. Et après, effectivement, donc si vous ne voulez plus utiliser les mathématiques, ou vous ne voulez plus comparer les observations à vos prédictions théoriques, vous rentrez dans un autre domaine après. Voilà. Après, c'est plus du tout le domaine de la physique. Là, j'ai un exemple illustré, justement.
si on peut... Voilà, là on a sur la gauche la cosmologie d'Hésiode, qui est justement une cosmologie dans laquelle le mythe joue un rôle très important, et où le chaos joue un rôle primordial. Et il n'est pas uniquement une source de création. Alors là, il y a des penseurs, qui interprètent le texte différemment. Il y en a qui pensent, comme sur la droite, que c'est un espace, et d'autres qui pensent au contraire que c'est un espace qui continue d'agir sur le monde. Donc la définition même de chaos, dans la pensée grecque, elle est même encore aujourd'hui en discussion. Donc comme je vois que l'heure tourne, on va prendre une dernière question, malheureusement. Bonsoir. Alors moi j'avais juste une question à propos de la localité dont Pierre Salati a évoqué à l'instant, la localité qu'on a, enfin l'univers visible en fait. Et j'avais juste une question, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à voir au-delà de cette sphère qui ressemble un peu un peu comme celle de Platon, par rapport à cette lumière, l'éloignement est tellement rapide que même la lumière n'arrive jamais à nous atteindre, donc visiblement on ne peut pas voir au-delà, et je voulais savoir s'il y avait un moyen ou un autre de voir au-delà malgré tout. Non, en fait, donc on a le modèle théorique et puis de nouveau les observations, et en fait on voit autour de nous ce qu'on appelle jusqu'à l'horizon observable. En fait, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que plus vous allez voir loin, plus vous allez voir des sources situées dans le passé, parce que la lumière met un certain temps pour nous parvenir. Voilà, quand vous regardez la Lune, vous la voyez telle qu'elle était il y a une seconde. Quand on va discuter avec des équipages qui seront envoyés vers Mars, on va discuter avec eux de façon difficile, parce que les échanges mettront une dizaine de minutes quand même à se faire. Quand vous regardez, je ne sais pas, Neptune par exemple, vous voyez Neptune tel que cette planète apparaissait il y a 5 heures. Voilà, etc. Et donc, plus on voit loin, plus on voit des objets dans le passé. Voilà. Et donc, maintenant, on en est à un point où, quand on regarde très loin, on voit des galaxies qui flambent, en fait, qui sont prises de flambées, d'un accès de production d'étoiles. Il y a des flambées d'étoiles parce qu'elles sont à un âge, en fait, elles sont beaucoup plus jeunes que notre Voie lactée dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle. Et donc, plus nous allons loin, plus nous voyons les objets tels qu'ils étaient dans le passé. Donc du coup, en fait, effectivement, on va se heurter à cette espèce de mur. Alors ce mur que l'on voit à 300 000 ans, on ne peut pas aller plus loin, parce que plus loin, ça voudrait dire en fait aller à un moment où l'univers est opaque. L'univers est ionisé quand l'âge de l'univers est inférieur à 300 000 ans, et donc la lumière ne se propage pas. Donc on est comme dans un brouillard. Quand vous êtes dans un brouillard, tout vous paraît blanc autour de vous parce que la lumière diffuse en fait dans le brouillard. Alors après, on pourrait imaginer de détecter un jour le fond de rayonnement des neutrinos dont on parlait, voilà. Donc là, on pourrait remonter encore un peu plus loin. Mais c'est vrai que, alors après, voilà, est-ce qu'il y a eu là, c'est un tout autre débat. Qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang? Il se peut que, effectivement, l'univers ait connu une période dans certains modèles théoriques, en particulier ceux qui sont proposés par les mousses de spin, enfin toutes ces théories de gravité quantique, sur lesquelles, par exemple, Aurélien Barraud travaille. On peut imaginer qu'il y a eu un pré-Big Bang. Il y a eu l'univers avant le Big Bang. Il y a eu un passage. Le Big Bang n'a pas été un point singulier. C'était juste, en fait, un état dans lequel, auparavant, l'univers s'est recontracté, puis après est rentré en expansion. Et donc, oui, mes collègues cherchent, en fait, dans ce fond de rayonnement cosmologique, certains vestiges de peut-être de cet état-là. Voilà. Mais sinon, oui, on est très limité. On va pas pouvoir aller dans la mesure où on voit l'univers tel qu'il était dans le passé. C'est très difficile d'assimiler cette notion, de se dire qu'en fait, on ne peut pas voir ce qui se passe maintenant à 1 milliard d'années-lumière maintenant. Non, on le saura dans 1 milliard d'années. Voilà, on peut, je crois, applaudir Guillaume Duprat et Pierre Salati. Merci beaucoup. Alors, un tout dernier, enfin, trois très rapides points. La soirée de ce soir a été filmée. J'en remercie beaucoup
nos techniciens. Donc vous pourrez la retrouver très prochainement sur la web télé elle sera accompagnée d'un dossier pédagogique en ligne. Et vous pourrez également la trouver sur la plateforme France Culture Plus. Deuxième chose, venez à la bibliothèque. Venez à la bibliothèque, vous trouverez les ouvrages des intervenants de ce soir et également une sélection bibliographique par nos collègues autour justement de cette question d'énergie noire. Et enfin, je vous invite le 5 décembre à la 3e table ronde de ce cycle avec Aurélien Barraud, donc nous en parlions, et Elie Düring, philosophe, autour de cette question justement de au-delà de la théorie d'Einstein sur la gravité quantique. Donc il me revient de remercier très chaleureusement Pierre Salati, David Fossé et Guillaume Tuprat pour cette table ronde passionnante. À très bientôt.